tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce nouveau Zoom. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Alors Bertrand Saint-Germain, vous êtes juriste, élu local et conseiller en stratégie juridique, et vous avez écrit un livre sur ce sujet, Prendre les armes, qui se lit de deux manières aussi, Rendre les armes, essai sur le libre accès aux armes. Alors, nos téléspectateurs se souviennent de vous, puisque vous étiez déjà venu sur ce plateau avec Pierre Bergerot l'année dernière pour parler de ce sujet. Et si on a fait le choix de vous réinviter aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait un contre-enquête sur TV Liberté sur le port d'armes qui a suscité nombre de débats, nombre de réactions. Et on a eu envie de vous reposer ces questions, ce sujet du port d'armes citoyen. Pourquoi il est si tabou? Pourquoi il déchaîne les passions? Alors, merci de votre invitation. Et si vous m'invitez, c'est aussi que le livre et la thématique rencontrent un public. C'est la 2e édition. Il y a effectivement une demande, une interrogation sur cette question parce que, tout simplement, ce thème n'est pas connu. Voilà, les armes, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui peut paraître dangereux. Aujourd'hui, il n'y a guère que les plus de 50 ans qui ont pu accéder aux armes lors du service militaire. On ne connaît pas, et ce qui ne connaît pas fait peur. L'oplophobie. C'est notamment l'oplophobie, la peur des armes. Et déjà, connaître permet d'éloigner cette inquiétude, permet de mieux comprendre, et puis de s'apercevoir que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, on nous dit un peu n'importe quoi, on cherche à nous faire peur avec des menaces qui, finalement, n'existent peut-être pas vraiment. Et quand on essaye de parler à l'intelligence, de faire réfléchir les gens, de leur donner des arguments, et c'est ce qui a justifié cet ouvrage, cette étude, comprendre ce qu'il en est de l'accès aux armes. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'au contraire c'est une liberté? Qu'en est-il en France? Aux États-Unis, bien sûr, je crois que nous allons en parler. Et puis, dans les restes des autres pays européens, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui sont méconnues sur le sujet. Alors justement, est-ce que vous possédez des armes vous-même? Alors, je suis culturellement d'une famille où des armes étaient présentes. J'ai grand-père chasseur, comme beaucoup, un père officier parachutiste, j'ai fait mon service militaire et été réserviste. Donc, il y a cette familiarité avec la question. Aujourd'hui, je chasse, j'accompagne les chasseurs, je ne suis pas tireur sportif, mais j'ai cette connaissance, cette familiarité, cet intérêt pour la question. Alors, la première partie de votre livre est abondamment consacrée à l'historique du port d'armes, depuis la Grèce antique, en passant par l'Ancien Régime et la Révolution française. C'est très intéressant et vous sous-entendez dans ces propos que le port d'armes est en quelque sorte un droit dit naturel. Les anciens comme les modernes s'y retrouvent. Et quelles sont les racines un peu historiques et philosophiques de ce droit? Pourquoi les grands penseurs l'ont défendu à travers les âges? Alors, la première chose serait de distinguer tout de même le droit au port d'armes et le droit à la possession d'armes. La possession d'armes, c'est-à-dire le fait d'avoir des armes chez soi, à son domicile, dans son véhicule, a été reconnu comme absolu par tous ses auteurs. On va y revenir. La question de savoir si on peut porter ses armes en public, sur soi, que ce soit de manière dissimulée ou ouverte, celle-ci soulève plus de débats. C'est un autre sujet. Il faut bien distinguer port et possession d'une arme. Voilà. En ce qui concerne le droit d'avoir des armes, qui finalement englobe les deux, il a toujours été reconnu. Tous ceux qui ont écrit sur la question, de l'Antiquité jusqu'à la Révolution, et encore même récemment, même Jaurès, dans l'Armée Nouvelle, évoque le fait que les citoyens des régions de l'Est puissent garder leurs armes à leur domicile. Il le dit dans l'Armée Nouvelle. Mais donc, tout le monde est favorable à cette détention des armes. Alors, schématiquement, il y a 3 raisons. L'une est strictement individuelle, liée à la légitime défense de soi, de ses biens, de son domicile, de ses proches. On y reviendra un petit peu. Et puis, au-delà de cette dimension individuelle, égoïste pourrait-on dire, il y a un côté beaucoup plus large qui est lié à la qualité de citoyen. Posséder une arme, ça rejoint Jaurès, c'est l'idée que l'on pourra participer à la défense commune de la patrie. Voilà. Avoir des armes, alors évidemment, on est chez Aristote, chez Platon, on est dans des cités-États où les armes ne sont pas les mêmes et
l'accès aux armes suppose de prendre son épée, sa lance, c'est beaucoup plus restreint. Mais il y a cette dimension collective, de survie collective, et puis il y a un point qui est sans doute finalement le plus important et le plus méconnu, dont on parle le moins, c'est que avoir des armes, c'est une garantie contre la tyrannie. Avec l'idée que le souverain qui pourrait avoir envie de monopoliser les pouvoirs pour lui, contre ses citoyens, il ne pourra pas le faire si ses citoyens sont armés. Et chacun de ces points mérite que l'on y revienne un petit peu. D'abord, la légitime défense. Cicéron a des mots très clairs à ce sujet. On est à Rome, et Cicéron a cette formule. C'est un droit que nous n'avons pas appris de nos maîtres, dit-il. C'est un droit qu'on ne nous a pas enseigné. Il se trouve dans la nature. Et c'est l'idée que si l'on est agressé, on riposte, ou en tout cas on peut riposter. Ce fameux droit naturel. C'est ce droit naturel qu'il évoque. Et si à l'occasion, c'est dans son discours pour Milon, si à cette occasion on est amené à blesser ou à tuer celui qui nous a attaqué, eh bien il n'y a pas de délit. C'est l'histoire, l'archéologie de la légitime défense. Et personne ne l'a dit plus clairement que lui. Après, il y a cette dimension de légitime défense collective. Avoir les armes chez soi pour répondre à l'appel de la patrie, c'est encore un modèle que l'on connaît aujourd'hui chez nos voisins suisses. Il faut le savoir, les Suisses, encore aujourd'hui, lors de ce qui correspond à leur service armé, eh bien, ils ont la possibilité, ce n'est plus une obligation maintenant, la possibilité, mais de rentrer chez eux pendant les 6 à 8 ans que dure leur service armé, de ramener leurs armes à leur domicile. Et il n'est pas rare de croiser quelqu'un dans le tram avec son fusil d'assaut, pas exactement en bandoulière, mais dans son emballage, et il rentre chez lui. Et il n'y a pas de tuerie particulière. Et enfin, la lutte contre la tyrannie, et ça, c'est un fil rouge que l'on voit des Grecs jusqu'à la Révolution, très présent chez Locke, chez les philosophes des Lumières, qu'on retrouvait aussi chez Machiavel, l'idée que le souverain, le tyran dans l'âme, choisira d'avoir des citoyens désarmés. Parce que le citoyen désarmé, finalement, on peut lui imposer ce qu'on veut. Et quand on reprend ces 3 points, eh bien, on s'aperçoit, en regardant le monde contemporain, qu'ils s'appliquent toujours. Oui. On ne peut pas les rejeter du revers de la main. Voilà. Et la notion de légitime défense, c'est un petit peu donc au cœur de votre réflexion. Et n'est-ce pas, comme qui dirait à l'État, d'avoir le monopole de la violence légitime? Sinon, c'est le Far West, comme le dit Emmanuel Macron, que vous citez dans votre livre. Oui, alors, que l'État ait le monopole ou qu'il l'ait accaparé, ça nous semble assez naturel en France. Simplement, il ne faut pas se leurrer, l'État n'est pas toujours là. Vous prenez de très grands départements français, la nuit, il n'est pas rare que sur tout le département, en zone campagne, vous ayez 2 patrouilles de gendarmerie sur tout le département. Pour peu que cette patrouille soit appelée dans un coin du département parce qu'il y a un incendie, eh bien, on sait que la moitié du territoire du département sera à l'abri de toute intervention policière avant un délai d'1 heure, 1 heure et demie. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, que fait-on en attendant l'arrivée de la police ? C'est pas un sifflet anti-agression qui va éloigner l'agression. Selon les circonstances, ça peut peut-être attirer l'attention, mais je crois que entre posséder une arme, voire l'avoir sur soi, et un sifflet, si j'ai le choix pour repousser l'agression, je pense que je préférerais avoir une arme qu'un sifflet. Alors, votre ouvrage traite justement aussi de cette question de la violence, cette violence qu'on connaît de plus en plus dans notre pays, agression dans les transports, les émeutes aussi à l'été 2023. Et vous citez là aussi M. Darmanin qui parle d'ensauvagement de la société. Moi, j'aimerais un petit peu vous demander quelles sont selon vous les causes profondes de la montée de cette violence contemporaine et est-ce qu'il y a un rôle dans la possession des armes ? Alors, pour vous répondre tout de suite, il n'y a pas de lien direct entre la possession des armes et la violence. L'explosion de violence que l'on voit aujourd'hui, elle est le fait d'individus qui ne détiennent pas légalement d'armes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas le libre accès aux armes qui induit la violence. Il y a aujourd'hui un phénomène de violence qui augmente. Alors,
Un certain nombre de sociologues rémunérés vous diront qu'il y a autant de morts aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est à peu près vrai, simplement ça néglige une chose, il ne faut peut-être pas voir le nombre d'homicides, mais celui du nombre de tentatives d'homicide. Aujourd'hui, il y a moins de morts dans les agressions parce que nous avons des services médicaux beaucoup plus efficaces. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une première chose. Il y a cette réalité d'une extension de la violence que l'on voit, cette longue série des faits divers tous les mois, pour ceux qui sont médiatisés, ils le montrent bien. On a une société qui est de moins en moins homogène, où les tensions sont de plus en plus fortes, et cette multiplication des tensions, de l'hétérogénéité, amène à la violence. Les sociétés les plus homogènes ne connaissent quasiment pas de crimes. Très très peu. On pense à l'Islande, on peut penser aux îles Féroé et à un certain nombre d'autres lieux. Alors, vous écrivez dans votre livre, à un moment donné, la liberté d'accès aux armes au sein de la population suppose que les détenteurs de celles-ci sachent les utiliser et les manier. Alors, moi, je me pose une question, n'est-ce pas dangereux de vouloir former au maniement des armes une population criminogène ? Alors, je vous dirais, on pourrait le penser. Simplement, cette population-là ne vous a pas attendu pour apprendre à manier les armes. Dans les faits divers les plus récents, on a quand même quelqu'un de 15 ans qui a été appelé pour descendre à Marseille, venir effectuer un règlement de compte. C'est pas dans son collège qu'il a appris à manier les armes. Et pourtant, il avait cette connaissance technique qui faisait que de l'autre bout de la France, on a fait appel à lui pour un meurtre. Donc, ici, et puis, on pourrait aller plus loin, que nous reste-t-il de nos apprentissages de 6e ou de 5e ? Est-ce qu'on les a toujours vraiment en tête ? Non, simplement parce que avoir une arme, c'est une chose. D'ailleurs, si on en trouvait la possibilité d'accéder aux armes, tout le monde ne le ferait pas. Mais il semble à tout le moins intéressant, important, que les gens sachent de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour ne pas en avoir de peur bête, et pour éviter également des accidents qui pourraient survenir. Le nouveau Congrès des États-Unis, une proposition de loi a été déposée pour permettre l'enseignement de l'usage des armes à l'école, à partir du primaire. Alors, on a eu connaissance d'un certain nombre d'accidents aux États-Unis. Très précoce. On a eu connaissance d'un certain nombre d'accidents où des enfants avaient utilisé des armes appartenant à leurs parents, stockées imprudemment manifestement, et avaient pu blesser ou tuer des gens de leur famille. Donc il y a sans doute une imprudence et une faute de la part de leurs parents, mais ça montre aussi qu'il n'y avait pas cette connaissance de l'outil, de savoir ce dont il s'agit. Maintenant, ce n'est pas une formation, qu'elle se passe à l'école ou ailleurs, c'est pas une simple formation à l'accès aux armes qui fera de vous un dangereux criminel. On évoquait justement un peu les États-Unis. Nous avions interviewé dans notre contre-enquête sur les armes Baptiste Marchais, qui vit au Texas. Et pour le coup, le Texas connaît un régime beaucoup plus libéral en la matière. Faut-il, selon vous, s'inspirer de cette région du monde ? Il y a des principes dont on peut s'inspirer. Il n'y a, à mon sens, évidemment pas à transposer la législation texane à la France. Et d'ailleurs, pourquoi aller chercher des exemples si lointains ? Nous avons en Europe la situation de la Suisse ou de la République tchèque, avec des régimes beaucoup plus ouverts que ce que l'on a en France, sans tomber dans ce que d'aucuns qualifieraient d'excès américain. Les particularités américaines sont liées à l'histoire de ce pays, à des situations historiques où les forces de l'ordre étaient absentes ou extrêmement lointaines, un pays immense, un pays vide. Et cette nécessité d'avoir accès aux armes s'imposait pour tout le monde, outre le fait qu'il était inscrit dans la Constitution. Justement, pour rester un petit peu sur les États-Unis, on nous cite souvent cet exemple comme un contre-exemple pour l'accès aux armes. On a une statistique, par exemple, en 2022, 48 000 morts étaient liés aux armes à feu aux États-Unis, ce qui inclut les suicides. Et donc près d'un Américain sur 5 a un membre de sa famille qui est mort par arme à feu. L'argument des mass shootings est alors souvent évoqué pour restreindre les armes, comme vous en parlez. Comment on pourrait, s'il le faut, déconstruire cet argument ? Alors,
il y a effectivement beaucoup de morts par arme aux États-Unis. Il y a une culture américaine des armes qui n'est pas la nôtre. Simplement, 50 000 morts dans l'année, les victimes tuées et blessées pour les crimes de masse de 2022, c'était une centaine. Alors c'est beaucoup, c'est énorme, mais on est très loin des 48 000. Et quand on fait le total des victimes de ces crimes de masse aux États-Unis depuis une cinquantaine d'années, on est à un peu plus de 3 000 victimes tuées et blessées. Alors, j'avais fait le ratio, on est sur un total de 0,16% des victimes. Alors, c'est beaucoup, mais on est loin de ce que l'on en dit. Et puis, quand on parle de cet exemple américain, il faudrait peut-être balayer devant chez nous. En France, dans un pays où l'accès aux armes est extrêmement réglementé, on a eu un militant écologiste, il y a une vingtaine d'années, qui est entré au sein du conseil municipal de Nanterre et qui a ouvert le feu et qui a fait, à lui tout seul, 30 victimes. Dans un pays où il n'y a pas d'accès aux armes. Quasiment pas. Et puis on a l'exemple suisse. En Suisse, où il y a un accès aux armes très large, il y a une réglementation maintenant qui encadre un peu cet accès aux armes, qui a été validée par le peuple par référendum. Eh bien, en Suisse, en l'espace de 130 ans, les statistiques suisses ont connu 2 tueries de masse. Une vers 1890 et une en l'an 2000. Alors vous citez l'exemple européen de la Suisse, mais dans votre livre, vous évoquez également la Tchéquie, nos voisins européens. Est-ce qu'ils sont vraiment plus libéraux qu'en France à ce sujet? Les Tchèques ont pourtant échoué à inscrire dans leur constitution l'accès aux armes pour les citoyens. Alors, l'accès aux armes en République tchèque est assez intéressant parce qu'il peut se fonder sur une histoire peut-être encore plus ancienne que celle des États-Unis. Dès le XVIe siècle, des accords entre la noblesse, la population des villes, se fait et officialise la liberté de posséder des armes à son domicile. Principe de liberté de posséder des armes qu'au temps de l'Autriche-Hongrie a été réaffirmé par l'empereur et qui n'a finalement été battu en brèche et interdit que par les nationaux socialistes et maintenu par les communistes après 1945. Et l'une des premières mesures après la chute du bloc soviétique, après 1989, ça a été de rétablir cette possibilité d'accéder aux armes. Et il y avait ce souhait chez les Tchèques de l'inscrire dans la Constitution, à l'image des États-Unis. Alors, la procédure a été suivie, cela a été voté, et par leur Chambre des députés et par le Sénat. Simplement, il n'y a pas eu la majorité qualifiée requise des 2/3, il me semble, pour valider et l'inscrire dans la Constitution. Alors, ils n'en sont pas restés là, ils l'ont quand même inscrit dans leur Déclaration des droits de l'homme. C'est déjà ça. Dans la Charte des droits fondamentaux de la République tchèque, il est écrit qu'on a le droit de se défendre, y compris jusqu'à donner la mort avec une arme. Et ensuite, la réglementation tchèque, surtout à l'opposé de la France, elle part du principe que si vous souhaitez avoir une arme et que vous remplissez les conditions légales, vous n'avez pas à faire de demande particulière, vous n'avez pas à justifier d'un besoin, d'une raison particulière, vous n'avez pas à dire « je suis chasseur, je suis tireur sportif, je suis collectionneur ». Il y a des conditions légales, médicales, psychiatriques, techniques, d'âge, d'absence d'antécédents judiciaires, et dès lors que vous validez les exigences de la loi, eh bien, vous accédez aux armes. Alors justement, vous répondez à la question que suscite votre livre, prendre les armes ou rendre les armes, de manière assez radicale. On ne va pas tout dévoiler pour donner envie à nos téléspectateurs de le lire, mais vous prenez en fait un régime, on va dire, d'autorisation des armes qui est basé sur le volontariat. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique concrètement? Déjà, ça veut dire qu'il faut faire confiance aux citoyens. Tout le monde ne souhaitera pas avoir des armes, que ce soit pour des raisons philosophiques, psychologiques aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une arme. Avoir une arme à son domicile ne veut pas dire qu'on soit réellement capable de s'en servir dans une situation de crise ou de tension. Donc un certain nombre de gens ne voudront pas. Mais pour ceux qui le souhaitent, qui sont des bons citoyens, si j'ose dire, enfin des citoyens honnêtes, qui n'ont pas de troubles psychiatriques, eh bien, il n'y a aucune raison de refuser qu'ils puissent avoir des armes s'ils le souhaitent. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc,
passer d'un régime où finalement on se méfie du citoyen, ce qui est la situation française, où on n'a pas le droit d'avoir des armes, et puis il y a des dérogations qui sont faites pour les uns et les autres, mais c'est de dire que si vous souhaitez en avoir et que vous remplissez les conditions, eh bien, libre à vous de le faire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur cet accès aux armes, eh bien, c'est que finalement, le criminel, ici, le délinquant, se posera nécessairement plus de questions au moment de passer à l'acte. En se disant que peut-être, dans cette maison isolée, ou pas isolée, il y a peut-être plus de risques que je n'en ai aujourd'hui. Voilà, il y a cette réalité, les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent, accéder aux armes. Et l'usage des armes dans des conditions de légitime défense et autres peut rester ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet, puisque d'ores et déjà aujourd'hui, si on est agressé chez soi, à son domicile, la nuit, il est tout à fait autorisé de repousser cette agression en utilisant une arme. Pour autant qu'on ait le droit d'en détenir une, évidemment. Cela ne changerait rien et la loi pourrait toujours s'appliquer. Merci Bertrand Saint-Germain. Prendre les armes, disponible bien sûr sur la boutique de TV Liberté. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs ? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, n'ayez pas peur. Renseignez-vous, lisez, et dites-vous bien que quand un message est tenu à la fois par les autorités publiques, par les magistrats, toujours dans le même sens, ce danger, nous ne sommes pas l'Amérique. Quand il y a un loup, c'est que c'est louche. Lisez, renseignez-vous. Et merci de votre invitation. À très bientôt sur TV Liberté.